Entendre Economicus d'Economicus, l'émission économique de Fabrice Aubert. Aujourd'hui, il va passer au crible, à la loupe, au tamis de fin, les chiffres des élections. On va commencer par le premier tour et ensuite on fera le deuxième tour. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, oui, il s'agit d'essayer de traiter de manière économique l'ensemble des résultats électoraux. Alors qu'on dit traiter de manière économique, ça veut dire qu'en fait, le rôle d'un économiste, souvent, c'est de s'appuyer sur des chiffres et d'en tirer une analyse. C'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de l'émission, mais par contre, je vais inverser ce que tu as dit. Je vais commencer par le deuxième tour, qui est le moins intéressant. Le moins intéressant. Bon, sachant que les choix économiques sont sous-tendus par les choix du peuple et par la politique. Donc c'est quand même important d'y retourner en économie. Et avant de commencer, pour montrer à quel point, parce que depuis le début qu'on fait ces émissions, j'essaye en permanence de montrer, en tout cas, c'est l'aspect de l'émission, et c'est pour ça qu'on l'appelle Economicus d'Economicus, c'est que l'économie n'est pas neutre, l'économie n'est pas une science, l'économie peut s'appuyer sur des éléments scientifiques, qui sont les données, mais l'économie est avant tout politique. Et quand on dit l'économie politique, ça veut dire qu'il y a des choix de gestion qui sont faits et qui impactent la vie des hommes et des femmes au quotidien. Et je vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec les résultats électoraux en tant que tels, mais j'ai été tellement surpris et choqué que je veux le donner en titre. J'ai donc lu tout à l'heure que dans une entreprise, on a appris que lorsque une femme a annoncé sa grossesse à son patron a mis fin à son contrat. Elle était en période d'essai. Ouais. On voit combien, alors que, rappelons-le pour que toutes les auditrices et les auditeurs le sachent, dans le droit du travail français, il est interdit, au nom d'une situation de femme enceinte, de pouvoir mettre fin à sa période d'expérimentation, de contrat provisoire et évidemment de contrat de travail tout court. Et donc, je pense que, tu vois, cette information que j'ai eue tout à l'heure, moi, elle m'a profondément choqué, mais elle est à mettre en relation avec ce que sont les élections. Les élections, c'est un choix de société. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut du droit du travail collectif qui s'applique à chacun, à l'entreprise, ou est-ce qu'on veut du libéralisme partout, et notamment à l'entreprise, qui permet au patron individuellement de décider tout seul? Voilà ce que sont les choix de société en économie et qui se traduisent après au niveau politique en termes électifs. Si tu votes Macron, c'est-à-dire le libéralisme, ou si tu votes, je vais très vite dans les raccourcis, à gauche, pour une intervention publique dans l'économie, sachant que pour traiter les logiques du Front National sur le plan économique, c'est la même chose que la logique économique que développe Macron. J'ai bien dit sur le plan économique. Voilà, si tu veux, la meilleure des introductions que je peux faire pour essayer de comprendre à quoi on s'attaque. Et ça s'illustre bien quand on voit les politiques de suppression de fonctionnaires. Quels fonctionnaires on a supprimés? Les inspecteurs du travail, la médecine du travail, absolument, tu as raison. Des postes dans les hôpitaux, voilà. etc. C'est-à-dire qu'en effet, l'aspect contrôle du respect des lois de la société dans toutes les sphères de la société, et notamment l'entreprise qui fait partie de la société, ne peuvent plus être respectés et mis en œuvre du fait de la suppression de ces postes. Voilà. Tu as tout à fait raison faut de le rappeler. Voilà, c'est l'expression même de la politique qui est menée. Absolument. Alors, on rentre là ce coup-ci dans les chiffres, et avant d'aborder un certain nombre de résultats bruts, il y a quand même cette question qu'il faut aborder, c'est l'évolution de l'abstention à l'élection présidentielle. Puisque en 2007, l'abstention, je parle du premier tour, était de 16,23%, en 2012 de 20,52%, en 2017 de 22,23%, et en 2022 de 26,3%. C'est-à-dire qu'il y a un quart des citoyens qui ne se reconnaissent plus
dans les propositions qui sont faites au niveau politique. Et ça montre, si tu veux, quelque part, la gravité de la crise de la situation politique, en se posant la question, est-ce que la Ve République correspond encore à quelque chose en termes d'expression politique? Alors, tu me diras, il y a quand même 75% des gens qui votent. Oui, mais alors, comment? Au deuxième tour, M. Macron a été élu avec 58,5% des voix contre Mme Le Pen. Et M. Macron a fait 18 millions de voix, 18,7 millions de voix. Mais si tu compares à 2017, Emmanuel Macron avait été élu avec 66% des voix et 20 millions de voix. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Macron recule de 2 millions de voix. Et Mme Le Pen, elle avance de 13, elle passe de 10 millions à 13 millions, elle fait presque 3 millions de voix en plus. Dans le cas d'une abstention qui, elle, augmente à 28,01%. Les blancs, 4,58% et les nuls, 1,65%. On voit dans cette logique que l'élection, en fait, est de moins en moins représentative. D'ailleurs, si tu ajoutes les abstentions, les blancs et les nuls, que tu considères que c'est une expression du refus de choisir, et après tout, c'est pas idiot de construire l'expression ainsi, en fait, ça représente 32%, plus de 32% des exprimés du deuxième tour. Et c'est en deuxième position par rapport à Monsieur Macron, par rapport aux exprimés, hein, par rapport aux inscrits. Mais c'est pas nouveau, parce que moi, ça fait 20 ans qu'on me met devant cette alternative. En 2002, on nous mettait Le Pen-Chirac. Aucun des deux candidats ne m'intéresse, mais il fallait que j'aille voter. En 2017, voilà. Après, en 2016, il y a eu les régionales. C'était Estrosi, Castaner et Marion Maréchal Le Pen. Castaner s'est évincé, s'est désisté. Et encore, là, il y avait deux candidats pour lesquels je ne voulais pas voter. 4 fois en 20 ans. Alors, c'est énorme. Ta remarque est fondée, et alors je vais sauter, je voulais l'aborder après, on peut l'aborder maintenant. Oui. C'est pour ça que le concept, le mot d'abstention, je le récuse. C'est parce que tu as encore, oui. Si je sais ce que tu as fait au deuxième tour, mais moi j'ai boycotté. D'ailleurs, je suis rangé dans les abstentionnistes. En fait, j'ai refusé d'aller voter. Ouais. Et moi, j'appelle ça du boycott, pas de l'abstention. Et si tu veux l'analyse socio-écologique, politique que l'on pourrait faire, c'est de dire l'abstention, c'est comme toujours les mots utilisés par la bourgeoisie pour te condamner, pour te juger individuellement ton comportement, d'accord ? Comme le chômeur, alors que c'est un privé d'emploi, tu vois que le terme est différent, tandis que le boycott, c'est un acte conscient, construit de manière collective, parce que les abstentionnistes du deuxième tour se sont concertés entre eux, notamment sur les réseaux sociaux, pour construire une réponse. Donc, si tu veux, le boycott, c'est un acte politique collectif. L'abstention est un acte individuel. Et la bourgeoisie cherche toujours à culpabiliser individuellement, là où toi, tu essayes de construire une réponse de manière collective. Tu vois qu'on ne fait pas simplement que de la politique politicienne, mais qu'on essaye de travailler les concepts. La culpabilisation des citoyens, c'est classique. Hein. Alors, avant ce deuxième tour, il y a eu, alors moi je l'ai boycotté aussi, hein, le débat, le fameux débat. Alors là, ce sont des données qui sont extraordinaires, puisqu'en fait, c'est la plus mauvaise participation de téléspectateurs au débat. En 2022, il y a eu 15,6 millions de gens qui ont regardé. En 2017, c'était 16,5 millions. Donc ça a baissé de 1 million. Et en 2012, ce fut 17,8 millions. Lorsque c'était Sarkozy en 2007, c'était 20 millions. Et en 80 avec Mitterrand, c'était 30 millions sur 56 millions d'électeurs. Et alors qu'aujourd'hui, c'est
15,6 millions sur 68 millions d'électeurs. Donc tu vois qu'en fait, il y a eu une chute de la participation, de l'écoute du débat, pour savoir que les gens savaient exactement de quoi ça allait débattre. Et on n'a pas été déçus, puisque les analyses d'après débat, entre guillemets, ont montré, comment dirais-je, l'inutilité du débat. Autre remarque. Le score du vainqueur de l'élection présidentielle en pourcentage des inscrits. Eh ben, c'est l'un des plus mauvais scores. C'est l'un des plus mauvais scores, puisqu'en fait, Macron fait 38% des inscrits, et il n'y a qu'en 69 que Pompidou a fait 36% des inscrits. Mais, tu sais que, bon, notamment les Insoumis ont essayé d'expliquer en disant que c'était la plus mauvaise élection présidentielle de tous les temps. Et évidemment, comme d'habitude, comme c'est Mélenchon qui a causé, c'était pas bon, c'était pas juste, etc., etc. Sauf que, à terme égal, c'est juste. Pourquoi? En 69, au premier tour, tu avais un candidat dont d'un coup, j'ai plus le nom, qui était le représentant du Parti communiste, qui était arrivé 3e. Oui. Tu t'en rappelles? Et il avait appelé, au nom de son parti, à ne pas voter. C'était la dénonciation de Bonnet Blanc. C'était Duclos, non? C'était Duclos. Oui. Et il avait appelé au deuxième tour à ne pas voter, Oui. en disant Blanc-Bonnet et Bonnet Blanc, Voilà. entre Pompidou et Poher. Tu te rappelles? Oui, oui, maintenant je me rappelle. Oui. J'étais jeune, hein, 69, 58, j'avais 10 ans, 11 ans. Et en fait, quand tu as un mouvement politique qui appelle à ne pas aller voter, alors que là, aucun parti politique, entre les deux tours, n'a appelé à ne pas aller voter, y compris Mélenchon qui a dit pas une voix pour Madame Le Pen, d'accord, hein, rappelons, et ben, c'est bien la plus mauvaise élection faite depuis la Ve République, à terme comparable. Tu comprends ce que je veux dire? Je continue. Là aussi, dans l'analyse qui a été faite, il a été dénoncé à la télévision le fait que c'était les Insoumis qui allaient le plus se reporter sur Marine Le Pen. Or, en fait, dans la réalité, seuls 12% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour se sont reportés sur Marine Le Pen. Alors que Fabien Roussel, c'est 25%, Hidalgo, c'est 13%, Jadot, c'est 10%, Madame Pécresse, c'est 26%, et Zemmour, c'est 27%. Donc, on voit là encore, et c'est ce que je veux dénoncer, les manipulations médiatiques qui ont été faites au cours de ces élections. On débouche, au sortir du deuxième tour, sur ce qui a été appelé les grands blocs politiques en France. Donc Emmanuel Macron, qui représente le centre, hein, ni droite ni gauche, l'extrême droite avec Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, et puis le pôle de gauche, Mélenchon, Jadot, Roussel, Hidalgo, Poutou, Artaud, qui représente 27,8%. Observons cependant que dans ce cadre d'analyse, sont rayés de la carte tous les abstentionnistes qui représentent 30% de l'électorat. Et c'est pour ça que l'analyse que fait Mélenchon, je ne cite pas parce que c'est lui, mais parce que c'est le seul à faire en disant oui, il y a 3 pôles qu'il explique, le pôle populaire, le pôle d'extrême droite et le pôle libéral, mais à côté de ça, il y a l'abstention qui représente 12,8 millions des citoyens qui existent et qui n'ont pas trouvé de solution dans l'élection. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler d'une société éclatée et que Macron, alors que c'était l'un de ses engagements de 2017, n'a jamais réussi à rassembler et à réunir. Si on regarde de près l'évolution de l'abstention, l'abstention entre guillemets, une fois de plus, hein, c'est donc en 69 où elle a été la plus élevée, mais pour les explications que je t'ai données tout à l'heure de l'appel de Duclos à pas voter, avec 31,15%, et aujourd'hui en 2022, elle est montée au deuxième tour à 28,2%, plus 6,7% de votes blancs et nuls. Donc on voit bien à quel point la société française est éclatée. Une fois passé le deuxième tour, parce que c'était le moins intéressant,
on va s'intéresser au premier tour. Donc Emmanuel Macron obtient 27,84% des voix, devant Marine Le Pen, 23,15% des voix, et Jean-Luc Mélenchon, 21,95% des voix. Tous les autres candidats sont en dessous de 10%. Tous. Et là, on peut dire qu'en effet, pour le deuxième tour, la présence au premier tour de candidats tels Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo, par les scores qu'ils ont faits, 4,6%, 2,28% et 1,75%, ont en définitive empêché la possibilité d'un deuxième tour entre la gauche, entre guillemets, représentée par Mélenchon, et le régime libéral, économique libéral, représenté par M. Macron. Il faut comparer ça à ce qui s'est passé en 2017. En 2017, M. Macron faisait 23,82% des voix, Marine Le Pen 21,57%, François Fillon 19,95%, Jean-Luc Mélenchon 19,50%. Les deux seuls candidats à progresser en voix dans le cas d'une abstention qui augmente, c'est-à-dire d'une participation qui diminue, il faut le savoir, et c'est là où ça devient intéressant à analyser, c'est Madame Le Pen et c'est Jean-Luc Mélenchon qui passe de 6 millions de voix à plus de 7 millions de voix. Donc, si tu veux, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais l'analyse qui est intéressante, c'est de faire quand même des focus sur ces deux candidats-là. Pourquoi ça a progressé, où c'est que ça a progressé, etc. etc. Autre point que je voulais aborder sur les raisons des résultats. Il y a une statistique qui a été publiée par le ministère de l'Intérieur et qui montre le temps d'antenne des candidats à la présidentielle et leurs résultats au premier tour. Eh bien, tu te rends compte que Emmanuel Macron a eu environ 25% du temps d'antenne et il fait 28%. Que Valérie Pécresse a eu 18% du temps d'antenne et elle fait 5%. Marine Le Pen a eu 16% du temps d'antenne et elle fait 24%. Et Jean-Luc Mélenchon n'a eu que 10% du temps d'antenne et il fait 22%. Donc il y a eu, je ne te parle pas des autres parce qu'ils sont encore... mais quand tu regardes ça, plus les sondages, et les sondages, l'erreur n'a pas été sur tout le monde, puisque les sondages ne se sont pas trompés sur l'ordre d'arrivée des deux premiers. Nous sommes d'accord. Et avec des scores qui étaient en phase avec les sondages, les scores effectifs, qui étaient en phase avec les sondages communiqués. D'accord. Et par contre, Mélenchon, le dernier sondage qui a été donné, c'était 17%. Il fait 22%. Donc cet écart, combiné au sondage, combiné au temps d'antenne, sont, si tu veux, les conditionnements qui sont faits avant, qui démontrent qu'il y a manipulation de l'élection. C'est-à-dire, la triche ne se fait pas au dépouillement, la triche ne se fait pas dans la comptabilité, la triche, ou si tu veux, la manipulation, pour utiliser un autre terme, se fait en amont. On conditionne les gens par le temps d'antenne et on conditionne les gens par les sondages, qui les conduisent à un certain type de comportement. C'est le réflexe de Pavlov. Sans parler du président candidat qui soi-disant n'était pas en campagne et s'est fait briller, notamment sur la déplorable crise ukrainienne. Absolument. Alors, il faut rajouter ce que tu dis, c'est-à-dire il n'y a même pas eu de débat. Il y a eu refus de débat. La guerre, ça t'a plombé l'élection. D'où d'ailleurs, il faudra en discuter plus tard, mais l'immense sentiment de frustration qui explique, j'anticipe, le sentiment et l'appel à ce qu'on appelle le troisième tour. On y reviendra. Alors, autre chose remarquable, parce que ça, c'est pas dit, mais il faut le dire. C'est pas parce que... c'est pas de mon camp, mais il faut le dire. Le Pen est en tête dans plus de 20 000 communes, sur un total de 35 000. Donc, tu vois à quel point
cette question de l'expression que représente Le Pen est quelque chose à analyser et à comprendre. Pourquoi? Tu vois, je ne suis pas dans... bien sûr, je pourrais la dénoncer de manière idéologique et tout, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi une grande partie des gens qui habitent dans des communes ont été votés pour elle. De manière globale, on peut observer l'effondrement des partis traditionnels. Oui. L'effondrement des partis traditionnels, puisqu'en 2007, ce qui s'appelait l'UMP, les Verts, la démocratie et le PS représentaient 77,2% des votants. 2012, ça représente plus que 67,25%. Enfin, ils ne pèsent plus. Oui. En 2017, plus que 50,3%. Et en 2022, 38,7%. C'est-à-dire, les partis traditionnels ont littéralement explosé. Et, en fait, depuis plusieurs années, y compris des politologues qui passent à la télé, parlent bien de l'éclatement du paysage politique français. C'est aussi, depuis de longues années, le meilleur résultat de l'écologie politique. Pourquoi? René Dumont, en 1974, fait 1,32% des voix. Ouais. C'était le premier candidat écologiste. C'est lui qui déjà alertait sur l'eau et les dérives climatiques. Il faut s'en rappeler. Et il venait de la famille communiste. Il faut s'en rappeler. Ah, ça, je ne me rappelais pas. Il n'y était pas, mais il était compagnon de route, comme on disait à l'époque. Brice Lalonde, en 80, fait 3,9%. Noël Mamère fait 5,3% en 2002. Eva Joly, 2,3% en 2012. En 2017, Jean-Luc Mélenchon fait 19,6%. Et si en 2022, tu ajoutes Jean-Luc Mélenchon, 22%, et Yannick Jadot, 4,6%, ça fait 26,6%. Donc la question écologique est désormais, si tu veux, ancrée dans le paysage politique, entre guillemets. Tu pourrais expliquer quand même pourquoi tu mets Mélenchon dans le... Parce qu'il avait, un programme écologique, j'ai lu son programme, qui était bien musclé, mais les autres se revendiquaient aussi. On a un Macron vert, là, maintenant. Mais ça, c'est expliqué aussi. Tout le monde est d'accord pour dire que tous les partis essayent d'avoir, comment dirais-je, quelques propositions écologiques dans leur programme. Dans ton raisonnement, tu mets... Non, parce que si tu veux, le point commun entre Mélenchon et Jadot, il y a un point commun. Oui. Et c'est une évolution d'ailleurs d'Europe et Écologie Les Verts, c'est qu'aujourd'hui Jadot reprend le concept de planification écologique, y compris Macron ces derniers temps. Oui. Mais celui qui a le plus porté la question de rupture, bifurcation et de planification écologique, ça a été Mélenchon. Et tout le monde s'y est mis. D'accord. Tout le monde s'y est mis. Bon, enfin, Macron, il nous avait mis un Bayrou comme commissaire au plan ou quelque chose comme ça. On n'a rien vu, mais voilà. Il nous l'a dit. Alors, dernier graphique, puis après on passera à une musique. Ça permettra de reposer un peu les neurones. C'est le graphique qui regarde l'évolution de la gauche de rupture à l'élection présidentielle. Alors, dans la gauche de rupture, évidemment, n'est pas le Parti socialiste, mais intégré le NPA, le PCF, le Parti des travailleurs, Lutte ouvrière et les Insoumis, quand ils ont commencé à apparaître. En 2007, ça faisait 9%. En 2012, 12,8%. En 2017, 21,3%. En 2022, 25,7%. Triplé en 15 ans. On voit que les forces de conscience, en tout cas de lutte de classe, sont en progression. Sauf que dans les médias, on appelle ça encore l'extrême gauche. On devrait appeler alors le Macron l'extrême marché. Oui, et ça fait un équilibre. Non, l'extrême marché, parce qu'il est dans une politique économique d'extrême marché. Voilà, et c'est ça qu'il faut dire. Oui, bien sûr, Si nous, on est l'extrême gauche, lui, c'est l'extrême marché. Parce que l'extrémisme, c'est pas nous. Nous, c'est la raison. Enfin, nous. C'est la raison. Tandis que le macronisme et toutes les politiques libérales qui ont été menées depuis la fin de Chirac, Sarkozy et Hollande, bien sûr. c'est de l'extrême marché. C'est-à-dire, on donne tout au marché
on nationalise pas, on privatise, on ouvre à la concurrence, etc., Oui. etc. Et ça débouche sur les résultats qu'on connaît. Bon, on envoie la première chanson. Ouais. Alors, on reprend. Ouais. Donc, on va aborder maintenant l'analyse sociologique. La sociologie de l'électorat selon l'âge. Alors, je l'ai fait parce que ça a été donné que comme ça aussi. Ouais. Parce que c'était le plus important que sur les 3 premiers candidats. Donc, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Les 18-24 ans votent en majorité pour Mélenchon, 31%, suivi de 26% pour Le Pen et seulement de 20% pour Macron. Ceux de 25 à 34 ans, 34% pour Mélenchon, 25% pour Le Pen, 23% pour Macron. 35 à 49 ans, 28% pour Le Pen, 24% pour Macron, 22% pour Mélenchon. 50 à 59 ans, 30% pour Le Pen, 24% pour Macron, 22% pour Mélenchon. 60-69 ans, 22% pour Le Pen, 30% pour Macron, 17% pour Mélenchon. 70 ans et plus, 13% pour Le Pen, 41% pour Macron, 9% pour Mélenchon. En fait, cette élection démontre que plus tu étais jeune, plus tu votais Mélenchon, Ouais. plus tu es âgé, plus tu votes Macron. C'est un vote de peur. Et là, il faut avoir une vraie réflexion. Tu imagines que ce sont les personnes les plus âgées. Je ne parle pas de toi et de moi. Bah si. Mais nous, on est des militants. Mais les personnes les plus âgées. Ouais. C'est-à-dire celles qui ont le plus profité des conquis des 30 Glorieuses, Ouais. qui sont les conquis des luttes sociales du passé, Ouais. qui ont permis, justement, de gagner la retraite à 60 ans, Ouais. les CHSCT, le code du travail amélioré, la 5e semaine de congés payés, etc., la sécurité sociale, le meilleur système de santé en France, en tout cas à l'époque, Oui. hein, Oui. je ne parle plus aujourd'hui, Oui, qui a été qui en viennent à voter pour des propositions qui sont de demander à ceux qui sont au RSA d'aller en activité, Ouais. de diminuer les prestations chômage pour ceux qui subissent le fait qu'ils ont été privés d'emploi et qu'ils ne soient pas chômeurs, de baisser les APL. de baisser les APL, de supprimer l'ISF, Ouais. Supprimer les Etc. emplois aidés de supprimer les emplois aidés, au lieu du RSA. qui ne veulent pas. Au lieu de demander à faire travailler pour le Voilà. RSA, il fallait remettre les emplois aidés. Donc, si tu veux, ça pose quand même un problème. D'autant plus que si tu veux, quand tu votes pour un programme en théorie. On va y venir. Oui. Mais un programme, c'est quoi? C'est une projection sur l'avenir. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon. Donc, ce qui intéresse le plus la société, c'est l'avenir. Quel avenir tu proposes? Ce sont en théorie les jeunes qui devraient être le plus motivés pour voter sur ces questions. Et en fait, le taux d'abstention est plus important chez les jeunes, de l'ordre de 42%, que chez les anciens, Ouais. qui ont un taux d'abstention assez faible, que j'ai plus là, mais c'est pas grave. Donc ça pose quand même une sacrée question. Bon, on va avancer. Critères des choix des candidats selon le vote au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, la question qui a été posée à l'ensemble des votants, est la suivante. Est-ce que vous avez voté sur le programme ou sur un autre critère? Pour, comment il s'appelle? Pour Mélenchon, c'est 80% qui ont voté pour le programme. Pour Roussel, c'est 67%. Pour Hidalgo, c'est 77%. Pour Jadot, c'est 73%. Pour Macron, ça tombe à 66%. Pour Madame Pécresse, ça tombe à 72%. Pour Le Pen, 78%. Et pour Zemmour, 80%. Donc on voit quand même que
la question du programme est essentielle, alors que dans le même temps, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas eu de débat à la télévisée, donc la confrontation sur les programmes n'a presque pas pu avoir lieu. Si on regarde l'électorat selon le niveau de revenu, moins de 2 250 €, c'est Mélenchon et Le Pen qui arrivent en tête. Le Pen avec 31%, Mélenchon 28%. De 1 250 à 2 000 €, c'est à peu près la même chose. 26% pour Le Pen, 25% pour Mélenchon. De 2 000 à 3 000 €, c'est 27% pour Le Pen, 27% pour Macron, 19% pour Mélenchon. Plus de 3 000 €, c'est 35% pour Macron, 19% pour Le Pen, 18% pour Mélenchon. On voit là qu'en fonction du niveau de revenu, eh ben, plus le revenu est élevé, plus on vote pour la conservation du système, c'est-à-dire Macron. Et le système se régale de dire que ceux qui ne votent pas pour lui, c'est les extrêmes. Voilà. Voilà. Je vais avancer parce que sinon on ne va pas y arriver. Alors, sur le vote Mélenchon, il y avait un zoom qui a été fait et qui me semble intéressant parce qu'on dit souvent que finalement ceux qui votent Mélenchon, ben, c'est des idiots. Hein. Alors, inférieur au bac, en 2017, il y avait 20% qui votaient Mélenchon. En 2022, 19%. Bac, c'est passé de 22% à 25%. Bac plus 2 plus 3, c'est passé de 20 à 23%. Et supérieur à Bac plus 2 plus 3, c'est passé de 16 à 20%. Donc si tu veux l'idéologie qui consiste à dire que le vote Mélenchon est un vote d'idiot bête, moi j'ai Bac plus 5, j'ai voté Mélenchon. Hein, voilà, pour dire les choses de manière tranquille. Là, il y a une comparaison tout à fait intéressante entre le vote Mélenchon et le vote Le Pen. Tu vois, je t'ai dit qu'on faisait un focus parce que ça me semble le plus important. C'est ça qui m'intéresse. Les chômeurs. 30% des chômeurs ont voté Mélenchon. 32% des chômeurs ont voté Le Pen. Locataires en HLM, 29% pour Mélenchon, 30% pour Le Pen. Personnes en CDD ou intérim, donc précarité. 30% pour Mélenchon, 33% pour Le Pen. Ouvriers employés, 26% pour Mélenchon, 34% pour Le Pen. C'est là où il faut avoir une analyse des choses. Les deux représentent ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière, qui n'existe plus. Qui n'existe plus d'ailleurs parce que sans parti communiste offensif, tu ne peux pas avoir de classe ouvrière organisée. Bon. Oui, non, mais la lutte des classes est masquée, mais elle existe toujours. Voilà. Absolument. Après, ce qui se passe, alors c'est quelque chose qui n'est pas étudié, qu'il faudrait approfondir. Mais moi, ma thèse, c'est qu'en fait, souvent les jeunes ont un espoir de s'insérer dans la société et donc ont un vote un peu révolutionnaire. Et dès que tu passes un certain cap, 30 ans, quand tu as déjà subi les affres de la précarité, du logement social pourri, des relations sociales pourries dans le quartier, certains quartiers de Marseille ou ailleurs, tu passes de l'espoir au désespoir. Et donc tu peux passer, je ne dis pas que c'est automatique, mais tu peux passer du vote type Mélenchon à un vote Le Pen. Le lepénisme et le fascisme ne peuvent pas se combattre par la question des valeurs incantatoires, au nom de la résistance, du nazisme. Ça ne marche pas. Parce que quand les gens ils crèvent la dalle, ou qu'ils n'ont pas l'emploi, ou qu'ils sont dans la précarité, la seule chose qu'ils demandent, c'est que tu arrives à régler leur vie du quotidien. Voilà. Et donc, il faut s'adresser, comme le dit quelqu'un de célèbre, aux fâchés, pas fachos. Fâchés contre le système, et pas fachos, c'est-à-dire ne faisant pas porter sur les juifs à l'époque, ou les arabes et les musulmans aujourd'hui, la responsabilité de la crise. C'est ça la grande difficulté. Je suis aussi tombé sur un tableau qui me semble très très intéressant. C'est le vote syndical, exactement le vote par sympathie syndicale. Et on s'aperçoit que 22%
des sympathisants de la CGT ont voté Le Pen. 22%. 15% pour la CFDT, 31% FO, 29% CFTC, 17% CGC, 19% UNSA, 14% Solidaire, 10% FSU. Bon, je te passe le reste. Je te cache pas que moi, je suis en colère parce que j'ai été à la CGT, j'en suis parti. Mais contrairement à ce qui est dit et déclamé souvent dans les syndicats, qu'on fait tout pour empêcher le vote Le Pen, j'affirme, c'est faux. Parce que ce que fait la CGT, elle ne fait plus de formation sur qu'est-ce qui conduit au vote Le Pen. Elle fait juste un combat qui est sur la question des valeurs. On ne peut pas voter Le Pen parce que Le Pen représente des valeurs qui sont à l'opposé de ce que développe la CGT. Mais une fois de plus, je redis, le vote Le Pen, c'est pas une idéologie, c'est une matérialité pratique du concret vécu et subi du désespoir social. Si tu ne réfléchis pas et si tu ne montres pas en quoi le capitalisme conduit au fait que tu es conduit à une logique de désespoir social qui peut te conduire, je ne dis pas que ça conduit, je dis qu'il peut te conduire à aller t'exprimer de manière avec Le Pen, tu comprends rien au truc. Voilà ce qui me semblait important à dire sur cette question. Oui, donc le vote Le Pen, c'est un vote de rancœur, alors que le vote de gauche, ce serait un vote d'espoir, on va dire. Alors, c'est pas rancœur, c'est un vote de désespoir. C'est-à-dire, on n'a plus la solution, et quand tu n'as plus la solution, tu vas pas chercher sur les pistes collectives, tu vas culpabiliser individuellement des individus qui sont autour de toi. Et tu les rends coupables de ta propre situation. Oui, d'accord. Voilà. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Je veux dire, c'est bien évidemment que je suis à l'opposé des valeurs de haine du fascisme. Mais je dis, c'est pas parce que je suis à l'opposé de ces valeurs de haine qu'en me mettant là-dessus, je vais gagner une voix. C'est en démontrant en quoi le lepénisme est contre la hausse du SMIC, que le lepénisme ne veut pas, est contre le droit à l'avortement des femmes, à la contraception, c'est-à-dire, ce sont sur des matérialités pratiques et quotidiennes. On peut envoyer le deuxième morceau. Alors, pour reprendre, on était déjà sur la question du vote syndical avec la question du Front National. Je vais poursuivre parce que lorsqu'on a regardé les votes du premier tour de l'Union populaire, c'est-à-dire de Mélenchon, pour ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, il est arrivé en tête partout, Mélenchon. En Guadeloupe, il a fait 56%, Martinique 53%, Guyane 50%, la Réunion 39%. Mais, quand on est passé au deuxième tour, c'est Le Pen qui a cartonné. Et qui est arrivé partout devant et de loin, de très loin. Qu'est-ce que ça signifie ? Et ça confirme, si tu veux, l'analyse que je te faisais juste avant. Que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion par rapport à ce qu'on appelle la métropole, c'est-à-dire notre petit secteur de France. Bon. Ce sont des périphéries, abandonnées. Et bien, quand tu n'as plus l'espoir, tu passes au désespoir. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça, tu vois, c'est révélateur. Quand les mêmes personnes, entre deux tours, quand même, elles n'ont plus le choix de voter pour l'espoir, votent pas pour Macron, votent pour le désespoir. Il y a eu un courant barrage à Macron aussi, on peut dire. Je te dis pas le contraire, mais il n'empêche que la réalité des chiffres, c'est que c'est ça. Alors, on va sauter beaucoup de choses parce que je voulais faire la cartographie, mais on n'a pas le temps. C'est-à-dire voir comment dans le pays ça s'est exprimé. Pour dire grosso modo les choses, la partie dominante de Le Pen, c'est le nord-est, les anciens bassins industriels, ailleurs. La partie forte de Macron, c'est la Bretagne. Et la partie forte de Mélenchon, c'est Rhône-Alpes et sud-sud-ouest. Bon.
On va quand même pas dire que le soutien de Macron, c'est les anciens choix. Je sais pas. Bon, c'était juste une petite... Je sors mon Oui. mon joker. Oui. Je voulais faire un petit focus sur Martigues, parce que c'est une ville du département, Oui. que j'y vis, et avec, comment dirais-je, quelque chose, enfin, qui pour nous progressistes est catastrophique. Il faut savoir que cette ville a été communiste depuis 1945. Je parle de la ville. Oui, bien sûr. Oui. Députée aussi. Qu'elle était d'ailleurs entourée à l'époque de villes communistes, dont Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis, Port-de-Bouc. oui. Hein. Et là, ben, en tête, Le Pen, 30,28% des voix, suivi de Jean-Luc Mélenchon, 24,65%, Macron, 18,07%, Zemmour, 9,44%. Donc quand tu fais l'addition de 9,44 plus 30, tu vois ce que ça fait. Bon, ça fait 40. Et le Parti communiste, sous la forme de la candidature de Roussel, 5%. Ouais. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. C'est comment une ville gérée par des communistes peut, à ce point, mais c'est parce que depuis 20 ans, comme j'y étais, je connais, ils ont raisonné sur la logique du bastion. Mais comme tout bastion, bah, rappelle-toi à l'époque, le Parti communiste dans les Bouches-du-Rhône, Bien sûr, oui. c'était pratiquement toutes les villes du département. Bien sûr, oui. C'était Aubagne, Gardanne, Port-Saint-Louis, La Ciotat, Septem, la Seine, enfin, tout était rouge. Bon. Il y avait que Marseille qui n'était pas rouge. Bon. Et encore, il y avait des députés communistes à l'intérieur. Ben là, c'est HS, quoi. Et c'est parce qu'ils ont eu une logique de bastion et d'accord permanent avec la social-démocratie. Et les gens ont tout perdu. Alors, il y a quand même eu le printemps marseillais au municipal. Oh. Je ne sais pas, je pose la question. Dans quel état est le printemps marseillais aujourd'hui? Oui. Je te rappelle que le printemps marseillais était conduite par une écologiste. Oui, et que maintenant c'est voilà. Bon, enfin. Payan, SPS. Alors on va faire un petit focus sur ce qui est appelé le troisième tour. Pourquoi le troisième tour peut être possible? Bon, on va faire d'abord de la Constitution. Parce que voilà, l'article 8 de la Constitution dit, sur proposition du Premier ministre, le président nomme les autres membres du gouvernement. Le gouvernement, et c'est ça qu'il faut savoir, détermine et conduit la politique de la nation, article 20. Et c'est le gouvernement, par l'intermédiaire du Premier ministre, qui est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, dans le cadre d'une Assemblée nationale majoritaire, le président de la République, majorité de gauche, Oui. le président de la République Macron serait obligé, du fait de la Constitution, de choisir un Premier ministre soutenu par l'Assemblée nationale. Tu comprends? Ah oui. D'où l'idée Du troisième tour. du troisième tour Oui. et de l'affiche « Élisez-moi Premier ministre ». Voilà, oui. Voilà. Alors, pourquoi il a fait cette proposition aussi? Parce qu'il s'appuie en fait sur une analyse des résultats. L'Union populaire, c'est-à-dire Mélenchon, est en tête dans 104 circonscriptions. L'Union populaire peut être au second tour dans 423 circonscriptions. Et l'Union populaire réalise 1,5 million de voix de plus que LREM aux législatives de 2017. Voilà ce qui l'appuie et le conduit à proposer un troisième tour. Un troisième tour, en fait, sur le programme. Parce qu'on reste toujours là-dessus. Je reviens au début de mon propos, au tout début. La politique, ce n'est que la sanction électorale de choix économiques. Et ce qui est proposé aujourd'hui, puisque tu sais que tous les partis dits de gauche ont signé l'accord avec l'Union populaire, c'est-à-dire le PS, le PC, EELV, Génération, et donc la France insoumise, plus un autre petit parti dont j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. Et en fait, ils sont d'accord sur quoi? Ils sont d'accord sur la retraite à 60 ans, l'abrogation de la loi El Khomri, l'augmentation du SMIC à 1 400 € net, l'allocation d'autonomie jeunesse et la garantie dignité à hauteur de 1 063 € par mois, le blocage des prix de produits de première nécessité, la planification écologique et la règle verte, la 6e République
et le référendum d'initiative citoyenne, le développement des services publics, consacrer 1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmes, une fiscalité plus juste avec notamment le rétablissement de l'ISF et l'abrogation de la flat tax, l'abrogation des lois séparatisme, abrogation des lois de sécurité globale, désobéissance avec les règles européennes, incompatibles avec nos propositions, pas autre chose. Et en face, la proposition du libéralisme versus Macron ou versus Le Pen, c'est retraite à 65 ans, activité RSA pour les jeunes, baisse des indemnités chômage, privatisation, libre-échange, santé payante. Donc tu vois bien que j'ai pas quitté mon fil conducteur. Certes, on a fait de la politique, plus de politique que d'habitude, mais on a interprété des données statistiques, des chiffres qui étaient sortis, on a essayé d'en faire une analyse sociologique, et là on revient à une logique de programme, de qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? C'est la politique. Et des sondages sont déjà sortis des urnes pour savoir ce que ça pourrait donner pour les législatives. Et ça donne, premier sondage, il y a une dizaine de jours, c'était 33% pour les listes soutenues par la France Insoumise, 33% pour la République En Marche, 31% pour l'extrême droite. Un deuxième sondage est paru, montrant que c'était possible de 20% pour la France Insoumise, 2% pour le PCF, 7% pour les Verts, donc, et que Macron faisait 24% et le Front National 21%. Un troisième sondage est sorti montrant que si c'était des candidatures communes, le pôle donc populaire ferait 27%, l'AREM, République En Marche, 22%, et le Front National, 21%. Des projections ont été faites. Ça donnerait les députés du pôle populaire, alors pour la France Insoumise, 190-210, pour le PCF, ELV et le PS, entre 125 et 145, et ça donnerait une majorité. La question qui est posée, et que tout le monde renvoie, tu sais qu'on est le 3 ou 4 mai aujourd'hui, qui a 80 ans, ont fêté la victoire du Front populaire de 36. Et que ça s'était là aussi réglé, j'ai failli dire dans les derniers mois, un peu moins, mais dans les derniers mois. Et je ne veux pas faire de comparaison, parce que ce n'est pas juste. Mais je vais renvoyer une histoire. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Parce que pour moi, l'économie politique, ça s'appuie d'abord sur l'histoire, comme Marx le dit. Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Et c'est la réalité. En 1936, tu sortais de la crise de 29. Tu avais la soupe populaire, des chômeurs, de la précarité. Et tu avais une menace de guerre. Regarde aujourd'hui. Crise sociale, 9 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs, des gens à la rue, les SDF. Tu as menace de retraite à 65 ans. Donc la crise sociale est liée. La crise économique, je ne te fais pas un dessin lié. Il y a l'inflation qui va encore appauvrir, aggraver la situation. Tu as là-dessus la crise écologique. Nous sommes d'accord. La crise sanitaire et l'incapacité à régler en termes de santé publique les questions qui ont été posées. Tu as la crise politique avec la corruption, c'est-à-dire, en fait, tu as toutes les crises qu'on avait déjà dans les années 30, en pire. Et se rajoute là-dessus l'Ukraine et la guerre. Donc tu vois à quel point la situation historique actuelle renvoie, j'ai pas dit que c'était la même chose, tu as bien entendu, renvoie à une période historique connue qui était en effet 1936. Alors moi, parce que je ne m'appelle pas Madame Irma et je ne lis pas dans le mar du café, je ne sais pas si le pôle populaire va gagner. Ils ont créé les conditions d'une possibilité par leur unité. Bon. Mais il y a une chose que je sais. Dans l'histoire, les forces révolutionnaires n'arrivent au pouvoir que dans des situations catastrophiques. Robespierre, qui n'était pas élu, a été appelé en 1792 pour s'occuper du comité de salut public. Il a réglé tous les problèmes du pays en 2 ans, et quand il les a réglés, il a été décapité. Quand, en 1936, le Front populaire arrive au pouvoir, il donne les congés payés, les droits dans les entreprises, la reconnaissance syndicale, les premières nationalisations. Il règle les problèmes, il est confronté à la guerre.
D'accord? Ouais. En 1944, après la catastrophe du régime de Vichy, on reconstruit sur un programme qui s'appelle les Jours heureux. La France est détruite. Et pourtant, on reconstruit le pays en moins de 10 ans. Donc, si tu veux, les forces révolutionnaires, progressistes, de gauche, entre guillemets, arrivent toujours dans des situations où c'est la catastrophe. Et on leur demande de régler les problèmes de manière extrêmement rapide. Voilà, modestement, c'est la réflexion que j'ai aujourd'hui et qui me fait dire que dans la matrice historique, il est fort possible que le 24 juin, tu te retrouves avec une assemblée législative qui soit majoritaire à gauche. Avec, si je me souviens bien quand même, la finance et les capitalistes qui ont savonné la planche pour que le Front populaire se casse la gueule. Alors, tu as raison de souligner ça, parce qu'on appelait ça les 200 familles, mais qui existent aujourd'hui toujours. Ouais. Il faut que tu saches qu'en France, c'est le pays qui compte le plus de milliardaires, et que c'est eux qui ont eu leurs revenus qui ont le plus progressé. Et donc, moi, je m'attends, dans le cas d'une victoire de la gauche, je m'attends à un savonnage de planche de la part du Parti libéral, quoi. Ah, écoute, j'ai fait une caricature là-dessus, je te l'enverrai. Ouais. C'est mon chien Scooby-Doo, là. On voit des cheminées d'usine et il y a la fumée blanche qui sort. Il y en a un qui dit un pape a été élu. Et il y a un autre qui dit non, c'est l'unité de la gauche. Et le chien, il dit oui, une fois les élections gagnées, il faudra occuper partout les entreprises parce que le patronat lâchera rien. Eh oui, c'est ça. Ouais. C'est ça la réalité. Mais il faut se le dire. Hein. Quel que soit le gouvernant aujourd'hui, admettons, tu mets pas Mélenchon, tu mets Dany Bruet, qui est le meilleur de nous tous, hein, au pouvoir. Ouais. Et mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Tu es confronté à de telles forces que si jamais toi, t'interviens pas partout, mais même s'il prend des décisions de là-haut, tu sais, c'est la mécanique, quoi. Il y a un exemple qui me vient en tête, là, c'est l'avortement aux États-Unis. Oh, ah bah tiens. On croyait que c'était acquis l'avortement, que c'était un droit des femmes. Il a dit que c'était terminé. Donc. Ben ouais, on arrête. Bon, j'espère en tout cas que ça t'aura intéressé et que ça aura intéressé. C'est la première fois, je pense, qu'on a fait une analyse politique et économique des résultats de l'élection à partir de chiffres que je n'ai pas manipulés, qui sont les données vérifiables. Merci à tous. Merci.